Bonjour à tous dans le monde du test. Maintenant, on passe à la conception, où, où on va se demander comment tester. Du coup, une fois qu'on a analysé, on va se demander comment on va finaliser. Développer et finaliser nos cas de test, ainsi que les procédures de test. Donc, là vraiment, on rentre dans le concret, puisque maintenant on a notre liste de fonctionnalités à tester, on va commencer à rédiger en fait, et prioriser nos cas de test, ainsi que nos procédures de test. Dans chaque test qu'on va faire, on va créer des suites de tests. On verra la définition plus tard. Une suite de tests, c'est un ensemble de tests, comme vous l'aurez deviné. Ensuite, on construit et on vérifie sur quel environnement on aura besoin de tester. En général, le testeur a son propre environnement pour tester. On appelle ça un environnement de qualification ou de recette. Il est différent de l'environnement de développement parce que c'est la phase d'avant pour les développeurs. Et il est différent de la pré-production ou de la production, qui est vraiment le site réel que les utilisateurs finaux vont utiliser. Donc, vous testez sur votre propre environnement. Une fois qu'on a fait ça, on accepte la livraison. Parfois, on va automatiser des cas de test parce que c'est des cas de test qu'on va répéter et répéter. Du coup, on crée un script, une sorte de robot pour qu'il exécute automatiquement les tâches. Et le genre de livrable qu'on pourra trouver dans la conception, ça sera des cas de test qui sont abstraits dans le sens qu'on n'a pas encore implémenté de données. Ça veut dire que je dois par exemple tester la création d'un profil, mais j'ai pas encore dit quel va être le nom, quel va être le prénom, quelle va être la date de naissance, quel va être son email, etc., etc. Je sais que je vais avoir besoin de tout ça, de tous ces éléments, mais j'ai pas encore donné un exemple des jeux de données que je vais utiliser. Ça, c'est l'implémentation. Donc, la conception, elle se fait en fait. On rédige d'abord les tests sans les données qu'on va utiliser, mais ensuite, au niveau des livrables, on va identifier les données, la liste que je viens de vous dire, nom, prénom, adresse, etc. Les outils qu'on a besoin de l'interface, structure et aussi de la procédure de test qu'on va appliquer. Ça aussi, on verra plus tard ce qu'est une procédure de test et comment l'utiliser. Une fois qu'on a fait la conception, on fait cette fois-ci l'implémentation. On va répondre à la question a-t-on tout ce qu'il faut? Et donc, du coup, on a besoin de données. Donc, là, on va transformer toutes les conditions de test qu'on avait rédigées en cas de test et suite de test. On verra toutes ces définitions plus tard. Ensuite, on va concevoir et prioriser les tests de haut niveau. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai dit je vous ai dit un test sans données. C'est un test de haut niveau. Et un test de bas niveau, c'est celui-ci. Pendant l'implémentation, on va transformer les cas de tests de haut niveau en cas de tests de bas niveau. Donc là, je vous avais dit qu'il vous fallait un nom, prénom, une adresse mail, etc. Ben, les tests de bas niveau, je précise quel nom je vais utiliser, prénom, quel mail je vais utiliser. C'est ça l'implémentation. On ajoute des données. Donc là, on donne plus de précision. On va, on va recevoir aussi l'environnement de test qu'on va utiliser, ainsi que l'identification des infrastructures et des outils qu'on aura besoin, par exemple. L'outil, par exemple, l'outil peut être l'outil de l'exécution de test ou de rédaction de test ou de remontée d'anomalies, etc. On verra aussi plus tard en détail. On a un chapitre sur les outils du testeur. On va créer une traçabilité bidirectionnelle entre les bases de test et les cas de test. Donc en fait, la traçabilité, si vous voulez, vous avez d'une part votre base de test avec toutes les spécifications, les exigences, les anciens tests, les anciennes anomalies que vous avez détectées, etc. Toutes les spécifications, les exigences, le cahier de charge et un tas de documentation. Et on vérifie que nos cas de test couvrent 100% des exigences. Donc là,
Au niveau de l'implémentation, je suis capable de dire voici ma liste de tests et j'ai bien couvert 100% de tout, de toutes les exigences qu'il y a dans le cahier de charge et ou dans les spécifications. C'est pour ça qu'on appelle ça une traçabilité bidirectionnelle entre les exigences et les cas de test, par exemple. Ensuite, l'implémentation nous permet aussi de détecter des défauts auxquels on n'avait pas pensé. On peut les détecter même pendant la rédaction de nos tests. Donc là, on ne les a pas encore exécutés. Et en les rédigeant seulement, on s'aperçoit comment ça se fait que j'ai dit que on fait ce test avant, pas un autre. Je vous donne un exemple. La réservation au guichet. Ça, c'est une condition de test. Par contre, si on précise Si on précise ce qu'on veut, par exemple, aller-retour Paris-Roissy, là, c'est un cas de test de haut niveau. Ça, par contre, ce n'est pas un exemple d'identification de défaut. C'est un exemple d'implémentation. Vous voyez, là, on précise notre condition de test. Si vous voulez, le scénario. C'était une réservation au guichet et notre cas de test. Et le test en lui-même, c'est bonjour, je voudrais réserver un billet Paris-Roissy. Et les livrables qui correspondent à l'implémentation, ça va être les plannings, les suites de procédures de test, les suites de test, la virtualisation et les scripts automatisés si jamais on doit faire des scripts automatisés. Et les données concrets, c'est-à-dire les cas de test bien concrets avec les données, et voilà. L'exécution, ça c'est l'avant-dernière phase. Donc, l'exécution. Ça, c'est l'avant-dernière phase. Donc, cette fois-ci, c'est ça y est. On a bien vérifié et relu nos exigences. On les a analysées. On a créé des cas de test. On a implémenté. On les a implémentés en ajoutant des données. On les a classées. On les a priorisées. Maintenant, on peut les exécuter. Donc là, on a juste à exécuter nos tests. Tout est prêt. C'est parti. Top départ. Et on les exécutera bien évidemment suivant l'objectif de nos tests. Et à un moment T, en général, on exécute nos tests. Une fois que le développeur a fini le développement de la fonctionnalité qu'on a testée, en général, après, il peut y avoir d'autres exceptions. Ou selon le type de niveau du test que vous faites. Ce ne sera pas au même moment et au même endroit. Donc, on exécute un test, on consigne les résultats, on va comparer nos résultats de test avec nos résultats attendus. Ben, comment on teste? C'est ça. Je compare ce que je m'attendais avec ce que j'ai trouvé. On analyse les anomalies, c'est les anomalies qu'on a détectées. On signale les défauts en se basant sur la base des défaillances qu'on a détectées. On enregistre les résultats du test dans un joli graphique, reporting, on répète les tests si nécessaire. Par exemple, si l'anomalie a été corrigée, on refait un test de confirmation qu'on va revérifier que l'anomalie a bien disparu. On met à jour notre traçabilité, toujours entre les exigences et notre base de test. Comme j'ai dit tout à l'heure, aussi entre la condition de test et les cas de test. Ça aussi, c'est une traçabilité. Donc, en gros, entre le cas de test qu'on a rédigé et le fait d'ajouter des données. Ça aussi, il y a une traçabilité entre les deux. Et voilà. Le type de, li- Pardon. Le type de livrable d'une exécution, ce sera la fiche d'anomalie et les états de nos tests. Est-ce qu'ils sont en cours? Est-ce qu'ils sont bloqués? Est-ce qu'ils sont validés? Ou est-ce qu'ils sont en échec? Est-ce qu'ils sont non testables? Etc. Donc ça, peut-être des types de cas de test. La dernière étape, clôture, activité d'achetement des tests. On va vérifier quels livrables prévus ont bien été livrés. On clôture tous les rapports d'incidents et d'anomalies. On crée des demandes d'évolution si nécessaire. On va vérifier
quels livrables prévus ont bien été livrés. On, do- on documente du coup l'acceptation du système, ça à travers des tests d'acceptance, on le verra plus tard, qui prouvent qu'on a bien évalué la qualité de l'objet qu'on a testé. On a bien évalué le processus de test, on a bien sauvegardé le testeur. Le testeur, si vous voulez, c'est l'ensemble de tout ce qu'on a utilisé. Tous nos tests, toutes les anomalies qu'on a détectées, nos jeux de données, etc. Tout ça, c'est dans une mallette quelque part. Voilà, on appelle ça le testware. Ensuite, une autre activité de clôture, on fournit ce testware à la maintenance parce que c'est la maintenance qui prend le relais. Parce que du coup, on a donné un go, no go. On a livré l'application qui a bien été testée et du coup, cette application doit être maintenue. Et ça, c'est pas le rôle du testeur, c'est d'autres personnes qui font ce métier-là. Ils ont, ils sont, ils vont s'occuper de ça. Et voilà. Ils vont s'occuper pour sauvegarder et pour faire la sauvegarde de la fonctionnalité et la maintenance, etc. Ça, c'est du technique. On capitalise aussi le testware pour une réutilisation. Si vous voulez, c'est comme si on a une bibliothèque de tests et là on ajoute nos nouveaux tests et on ajoute aussi toutes les anomalies qu'on a fait et qu'on a détectées et on ajoute aussi toutes nos couvertures d'exigence, etc. Voilà. Donc, c'est notre documentation, c'est notre mallette du testeur qu'on complète au fur et à mesure. Et les types de livrables, ben écoutez, vu qu'on est à la clôture, j'ai envie de vous dire que c'est pas une cérémonie. En fait, on fait le point avec tout le monde. Tout le monde est au courant de ce qu'on a livré comme produit. Les anomalies ont été corrigées. Tout est OK. C'était testé. Ça a été fait à la maintenance. Donc, on a un bilan du projet qu'on envoie par mail à tout le monde en disant, voilà le big récapitulatif de ces 3 semaines ou ces 6 semaines, tout dépend du sprint dans le projet. Et ce projet est clos et on peut passer à une autre version de l'application, par exemple. Voilà pour la clôture. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, ça va vraiment m'encourager et m'aider.